écoutez, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire Nouveau mode de travail, les leviers de votre performance. Ce webinaire va être animé par 3 entreprises partenaires, Bonnie & Smile, Citica ainsi que Viaduc. En termes de déroulé, nous allons donc chaque entreprise présenter ce webinaire à hauteur d'une quinzaine de minutes et nous allons vous laisser à disposition 10-15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Je vais laisser donc les différents intervenants se présenter. Alors, c'est moi. Donc, Advinatia, je dirige à la fois un cabinet d'études qui s'appelle UB Trends, qui fait des études sur la transformation des modes de travail depuis pas mal d'années. Et j'ai ouvert depuis 1 an un espace de travail partagé qui s'appelle Bonnie & Smile, dans lequel nous sommes, et qui incarne véritablement, enfin en tout cas on essaye, tous ces nouveaux modèles de collaboration qui aident les entreprises donc, à être de plus en plus agiles. Voilà. Pascal, si tu prends la parole. Alors attends, on va remettre le… Pascal qui est à distance. Pascal Rassa, donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis gérant d'un cabinet qui s'appelle Citica, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est spécialisé sur 2 secteurs, donc les études de marché tiers-lieux, qui représentent à peu près 10-15% de notre activité, et l'accompagnement au télétravail pour le secteur public et le secteur privé, qui représente aujourd'hui 85% de notre activité. Donc, on est intervenu pour, en gros, près de 300 organisations, publiques ou privées, sur des missions d'accompagnement à la construction du projet de télétravail, sur des missions de formation des agents salariés et des encadrants, et sur des missions également d'évaluation du télétravail. Richard Léria, donc directeur général adjoint de Viaduc, une société spécialisée dans la conduite du changement. Et pour ma part, donc Jérôme Melzaki, je dirige Viaduc en collaboration avec Richard. Donc, plus particulièrement vis-à-vis donc de nos différentes entreprises, concernant Viaduc, donc on existe depuis une quinzaine d'années. Nous sommes une société experte dans la conduite et l'accompagnement du changement sur différentes technologies. Ça peut être des technologies applicatives type des ERP, plus particulièrement SAP. Nous sommes SAP end-user en tant qu'officiel éditeur. On travaille aussi avec quelques SIRH, Share Access pour pas les nommer, et puis du CRM, donc ça peut être du CRM orienté Microsoft, Dynamics CRM, ou sur du Salesforce. Donc on a aussi une forte valeur ajoutée sur tous les applicatifs métiers, donc ce qui nous permet d'amener des accompagnements associés avec une contextualisation et des dispositifs qui peuvent être des dispositifs d'envergure. On travaille en parallèle sur la partie organisationnelle, ce qui nous permet donc vis-à-vis de cela d'être en mode agile, que ce soit des modes agiles, que ça peut être de l'agile lié à des applicatifs ou aussi de l'agile comportemental. Et en complémentarité, on est aussi associé sur le domaine de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises pour pouvoir être dans une logique RGPD ou dans une logique vis-à-vis des utilisateurs sur des bons concepts afin de contrer les possibles attaques, bien sûr. Et actuellement, par rapport au Covid, nous sommes très sollicités pour pouvoir justement pallier à cette situation. Pascal, si tu veux présenter Citica. J'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais bon, voilà, pour rentrer un peu dans le détail, on est spécialisé, comme je le disais, sur l'accompagnement au télétravail. Donc, on intervient sur des prestations qui vont de l'animation d'ateliers de co-construction, de rédaction des documents contractuels, dont l'objectif est de sécuriser le cadre d'introduction. Mais on travaille aussi sur toutes les méthodes d'accompagnement au changement, sur les questions d'outils, voilà, qui n'est pas notre secteur central, mais sur lequel on a souvent des questions, évidemment, lorsque une organisation souhaite développer le télétravail. Et on est organisme de formation certifié avec des formations aussi bien à distance, en webinaire, en module d'auto-formation qu'en présentiel. Très bien. Et moi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai presque 30 ans d'expérience dans les études qualitatives et prospectives, et donc depuis une quinzaine d'années sur l'environnement de travail à travers l'immobilier entreprise et les territoires, parce qu'en fait, on intervient sur des études
sur ces thématiques. Et actuellement, donc on a fait pas mal d'études, c'est celle que je vais vous présenter en très synthétique tout à l'heure. On utilise différents outils. Et en fait, là, nous préparons une étude sur l'espace-temps en 2030, donc en fait, qui vont un peu des paradoxes qu'on est en train d'observer aujourd'hui, jusqu'à en fait, l'identification de scénarios inspirants, justement pour les acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit des PME ou des grands comptes ou des indépendants, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est justement l'interpénétration des métiers et des usages. Donc, en fait, chez Boni & Smile, on a surtout des PME, parce que c'était un souhait, on a des femmes entrepreneurs, des indépendants, mais pour tout ce qui est conseil et grands comptes, évidemment, enfin là, on s'adresse prioritairement aux grands comptes qui veulent un petit peu expérimenter de nouvelles pratiques avec leur business unit ou leurs différentes filiales. Voilà. Donc, on va peut-être commencer, c'est ça. Alors, donc, le titre, on l'a trouvé en commun, donc sur quel pilier appuyer notre transformation après la crise. Donc, l'idée, évidemment, c'est que là, on est en tout début. Donc, on n'a absolument pas de recul. Donc, il y a énormément de choses qui sont sorties d'études, mais nous, on prépare justement quelque chose qui va arriver dans le temps, parce qu'il nous faut au moins 3 ou 4 mois pour digérer tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, l'intérêt, c'est que je voulais vous faire un petit panorama donc, des changements qui étaient déjà en cours, puisqu'en fait, il s'agit d'une accélération des mutations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des grandes accélérations, et puis des choses qui étaient moins prioritaires qui vont reculer. Donc déjà, le premier constat, c'est que les nouvelles postures au travail ont été vraiment accélérées par la crise. Là, c'est pas hasard, vous voyez une image avec un chien, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est à la maison? Eh bien non, c'est dans un bureau à Berlin. Et ça fait déjà pas mal d'années que certains pays, comme les pays nordiques et puis l'Allemagne, sont très en avance sur nous dans la multiplicité des usages et l'interpénétration, l'hybridation des usages pro et perso. Donc là, aujourd'hui, c'est la première fois de cette semaine qu'on a eu une demande d'un client qui voulait savoir s'il pouvait venir en coworking avec son chien. Donc, on est en train d'étudier sa demande, mais en fait, il y a d'autres pays où c'est extrêmement fréquent déjà. L'espace-temps, effectivement, est bien différent aujourd'hui, puisque vous avez vu que... Alors avant, on a l'impression qu'on avait amené des canapés confortables au bureau, qu'on avait des poufs, c'était le bout du monde. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'inverse qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le bureau a, en l'espace de 2 mois, complètement pénétré la maison. Et donc, on a dû s'adapter. Et là, donc, vous voyez dans cet espace-temps différent, ce ne sont pas des bureaux, encore une fois, ce sont des images prises d'espaces de coworking internationaux. Et à droite, vous avez 2 espaces de coworking qui existent déjà depuis 5 ou 6 ans en Allemagne, où il y a des crèches intégrées, où en fait les gens sont habitués à amener leurs enfants avec un système de garde très organisé et travailler, faire des réunions. Enfin, c'est incroyable pour nous aujourd'hui. Et pourtant, c'est des problématiques qu'on va rencontrer aujourd'hui avec l'impact du télétravail sur nos modes de travail. Donc en fait, ça c'est juste pour dire que donc, cet espace-temps est différent, mais on va devoir faire avec de façon durable, probablement. Aujourd'hui, le multisite devient la norme, c'est-à-dire qu'on commençait déjà, notamment dans des groupes qui avaient des unités un peu dispersées en France et à l'étranger, travailler sur plusieurs sites, mais aussi dans la ville, dans des halls d'hôtels, dans des gares, dans des lounges d'aéroports, enfin voilà. Donc ça, ce qui était un phénomène, évidemment, ça va s'accroître. Et donc, effectivement, c'est une nouvelle donne qui implique aussi de nouveaux équipements pour tous. Les hôtels se sont adaptés, les espaces de coworking, mais aussi les grands groupes qui redéfinissent complètement leur hall d'accueil en fonction de ces nouveaux usages. Et puis, il y a l'ubiquité technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que là, la perception du retard de certains outils utilisés par l'entreprise par rapport aux usages personnels des gens a été complètement massif. C'est-à-dire que les gens se sont mis à utiliser pour un usage professionnel leurs propres outils numériques. Dans l'éducation nationale, je sais que les profs ont été obligés de s'adapter aux outils de leurs élèves et que ce n'était pas l'inverse, parce que sinon ça ne marchait pas. Donc en fait, on a une espèce d'accélération des outils, des applications perso pour l'usage digital. Donc en tout cas, on est dans vraiment une ubiquité totale du digital. Et puis les aménagements qui vont avec deviennent aussi très importants. Ici, on est dans une salle Zoom qui avant avait un usage COMEX, grosse salle de réunion closing, et qui, depuis qu'il y a ce déconfinement, en fait, voilà, on est en train de transformer nos modes de réunion traditionnels en webinar, et en fait, le webinar devient la norme, et donc on est content de pouvoir quand même vous voir à 3 et non pas être chacun isolé, même si Pascal est à Toulouse, mais enfin, il aurait pu être là aussi. Voilà, donc c'est pour dire que ça suscite aussi des aménagements spécifiques et que ça va arriver en force.
Alors maintenant, je vais vous faire cette synthèse de cette étude qui a été menée en 2018 pour CBRE, donc l'immobilier de bureau, donc ce sont les commercialisateurs marque internationale de real estate. En fait, on avait travaillé sur l'impact de la transformation des entreprises sur les pratiques managériales de demain. Et aujourd'hui, en fait, quand on a décidé de ce webinaire, on s'est dit, bah, tiens, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui a vraiment changé en 2 ans et qu'est-ce qui va en fait se dessiner, de s'accélérer. Donc, juste un mot sur la méthodologie. En fait, si vous voulez, nous, on utilise souvent des approches croisées. On ne peut plus aujourd'hui faire que de l'étude d'opinion, c'est-à-dire du quantitatif, ce que font aujourd'hui beaucoup de cabinets et de journalistes, c'est-à-dire de vous sortir tous les jours un pourcentage sur le nombre de morts, mais aussi le nombre de chômeurs, c'est très intéressant sur le fait, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les mutations en cours et en quoi elles vont nous impacter. Parce que pour devenir agile, évidemment, ça ne se décrète pas un matin, il faut comprendre des phénomènes. Donc, les phénomènes, ils sont d'ordre sociologique, d'ordre ethnographique, puisque nous, on observe des usages en train de se faire sur place, sur les sites, on interroge les gens, mais il y a aussi les contextes qu'il faut observer. On ne peut pas comparer une industrie dans le nucléaire, une industrie pharmaceutique, des gens dans le tertiaire, et puis des agences de publicité. Il y a quand même des métiers, il y a des usages, des cultures d'entreprise, et c'est ça qu'on aborde de façon sémiologique, en analysant aussi les codes de sémantique et visuels de chaque entreprise. Et puis, il y a le design, c'est-à-dire les visions des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont un rôle à jouer aussi dans ces mutations. Alors, la méthodologie, en fait, on a fait des entretiens en face à face et de l'ethnographie filmée. Et on a donc une palette d'entreprises très différentes. On a interrogé des collaborateurs, des managers et différents responsables métiers. Donc chez Renault, sur des unités très différentes, AXA, Orange, Blablacar, Sanofi et CBRE eux-mêmes, en faisant l'exercice, alors que l'étude était pour eux, de les interroger aussi. Alors les principaux enseignements, donc vous imaginez que c'est vraiment un raccourci, mais c'est intéressant de voir comment, dans cette nouvelle perspective, comment on va aborder ça. En fait, là je pense qu'il faut faire un focus, parce qu'on est toujours en 3 sur le Zoom. Donc il y a donc des perceptions communes autour de l'environnement de travail et de ses évolutions, mais il y a quand même de plus en plus de paradoxes qui apparaissent et qui vont devoir nous guider, parce que c'est sur ces paradoxes qu'on va devoir travailler aujourd'hui avec la crise. Donc une accélération des changements depuis 5 ans, donc ça c'est avéré. Il y a un consensus autour de la fin des silos et de l'exigence de flexibilité des entreprises. Tout le monde le veut, mais tout le monde ne peut pas le faire, de casser ces silos. L'activity base, c'est ce qu'on appelle l'environnement de travail dynamique, qui en fait, en gros, résume le fait d'avoir des espaces plus souples pour s'adapter aux besoins. Alors, ça peut être de plus ou moins, je dirais, coercitif, parce que le flex office, on en revient beaucoup aujourd'hui, et c'est le fait d'avoir des bureaux non attribués pour certaines fonctions. Ça pose aussi des problèmes, quelquefois, d'adaptation, justement, pour certains métiers. Et le fait qu'il y ait des projets, mais qu'il y ait aussi des collaborateurs ensemble, et que donc le flex office, même s'il est devenu souvent mélangé avec l'open space, alors ça n'a rien à voir fondamentalement, pour combien de temps ça va être le référent? Aujourd'hui, on voit que nous, les demandes qu'on a ici, c'est surtout des demandes de bureaux fermés, heureusement on en a, mais voilà, on peut pas faire comme si le flex office était absolument la norme. Et puis, être ou ne pas être au bureau, évidemment, donc quid du télétravail, ça c'est vraiment une question complètement essentielle. Et la technologie a bouleversé le rapport au travail, donc ça aussi c'est complètement avéré et reconnu par tout le monde. Alors, la question c'est, dans un contexte sanitaire inédit comme celui d'aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher son modèle. Donc là, vraiment, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on est tous à égalité devant ce paradoxe. Alors, deuxième grande série d'enseignements, c'est qu'il y a un invariant qui est la forte influence des cultures d'entreprise et des stratégies managériales sur le changement. Quand on dit changement, ça veut dire beaucoup de choses différentes suivant les entreprises. Et en fait, tout le monde a tendance, enfin, en tout cas dans les PME, dans certains groupes, à mettre ça au second plan. Dans les années 80-90, on parlait pas mal de projets d'entreprise, etc. C'est passé en second plan. Après, on a parlé de l'ADN des marques, etc. Or, c'est la culture d'entreprise et la digitalisation ensemble qui permettent d'amorcer les process de transformation. Donc, il y a différents stades de transformation et d'organisation. On peut pas, il y a des entreprises, normalement, c'est à peu près 5 ans, un stade normal de transformation. Et il y a des entreprises, comme par exemple Renault, qui ont simultanément 4 stades de transformation en même temps. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et puis, les nouveaux modes de management et d'expérience IT ensemble ne sont pas uniformisés. Ça aussi, ça crée une difficulté supplémentaire. Et enfin,
plein de paradoxes d'ordre plutôt macro ou micro-social sont encore en suspens. Exemple, le discours sur la transparence. Il y a une mode de mettre des vitres partout et d'être dans des bureaux transparents. La transparence, soi-disant, aussi passe dans la moralité de l'entreprise, mais en fait, tout le monde ne veut pas de cette transparence. L'opacité est quand même encore bien là. Et donc, les questions qui doivent se poser aussi avec le télétravail, c'est le rapport au distanciel. Est-ce qu'on a envie d'être vraiment vu, même si on est à distance, vu sur l'écran ou connecté H24? Donc ça, c'est des nouvelles questions qui se posent. Alors là, maintenant, ça, je vais juste passer un peu de temps sur cette matrice, parce qu'en fait, c'est la synthèse un peu de cette étude qui nous permet de montrer qu'on n'est pas tous égaux face à ces steps ces étapes de transformation. Donc, vous avez à gauche l'entreprise pyramidale qui est en gros une grande majorité encore qui est très top-down, d'organisation top-down. À droite, ce qui va vers le plus participatif, pardon. Et puis, le niveau de transformation avec en haut ceux qui sont les plus transformés. Donc, en bas, en fait, il manque là des flèches et des innervations parce qu'il fallait simplifier le schéma, mais si vous voulez, en gros, ce qui va innerver tous les stades de la transformation, encore une fois, c'est les cultures d'entreprise et la digitalisation. Donc, en bas, dans les traditionnels on the move, c'est ceux qui commencent à imaginer dans leur COMEX, peut-être ce serait bien de transformer les modèles. Donc là, ils ont plusieurs... En fait, les entreprises traditionnelles, on ne va pas tous les citer, mais par exemple, le Technocentre à Guyancourt de Renault est plutôt dans cette catégorie-là, alors qu'ils ont aussi un digital hub extrêmement connecté dans leur même entreprise. Donc en fait, ça c'est très compliqué quand on a plusieurs stades dans une même entreprise à gérer en même temps. Mais ce qui va vraiment actionner les leviers de changement, ce sont les modes de travail, bien sûr, les modes de collaboration, l'aménagement, et aussi, ce qu'on voit ici, c'est les ressources humaines. Donc là, ça, c'est vraiment les leviers d'action qui vous permettent de monter dans les différentes étapes. Donc après, vous avez les trend adopteurs. Donc c'est eux qui ont déjà commencé à se dire qu'il fallait quand même casser les silos. Donc ils sont en train de casser les silos. Ils n'ont pas encore appliqué ça à toute l'entreprise, mais ils commencent à faire des pilotes. Et là, on a des entreprises, par exemple, comme AXA, ou des gens qui se disent que ce serait bien de transformer la banque, transformer l'assurance. Bon, ils ont envie d'adopter les tendances. Les positive adopteurs, c'est ceux qui commencent à le mettre en place vraiment. Et là, si vous voulez, vous avez des stratégies qui sont déjà en place, qui se déploient, et c'est des gens qui commencent à vouloir sortir de chez eux. Et donc, ils commencent à délocaliser, à travailler, à développer le télétravail déjà bien avant la crise, et puis surtout à se mettre ailleurs, à avoir des hubs ou des espaces de corpo-working à eux qui sont éloignés de leur site. Et donc là, on a une entreprise telle que Sanofi, qui est déjà pas mal dans ce registre, qui en fait articulent différemment leur siège social avec différentes unités. Et puis ceux qui sont déjà transformés d'eux-mêmes, c'est-à-dire les natifs agiles, c'est comme Blablacar et toutes les startups du numérique, qui eux n'ont jamais eu à se transformer, puisqu'ils étaient déjà dans cette digitalisation totale des usages. Donc eux, évidemment, ils intègrent dans un écosystème en haut à droite et leurs partenaires, et leurs collaborateurs, tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde fait partie de ce hub. Et du coup, ça génère des compétences hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus cette séparation nécessaire entre les RH, la DSI ou la formation. Ils essayent d'intégrer au maximum des compétences qui sont différentes, parce qu'ils n'ont pas forcément aussi les moyens d'engager des gens différents. Et on a eu l'exemple de personnes qui étaient embauchées pour faire Facility Manager, RH, enfin tout ça en même temps. Donc ça questionne aussi la valeur de l'activité métier. Voilà, bon ça c'est pour le schéma. Je sais que je vais un peu vite, mais tiens, voilà. Et donc là, les retours d'expérience qu'on a chez Renault, Orange, Blablacar, c'est marrant parce qu'en fait, si vous voulez, donc je réinsiste sur Renault parce que c'est vraiment le plus extrême. Et en plus, en ce moment, ils sont au cœur de l'actualité, à mon avis, pour ces raisons mêmes. C'est que, voilà, il y a une digitalisation totale sur un immeuble à Boulogne qui s'appelle le Digital Hub, qui a été co-construit avec une équipe, d'aménageurs d'espace qui est diligenté. Et puis, le nouveau plateau métier de Technocentre qui essaye difficilement, dans son étape 2, de s'adapter. Alors, chez Orange, c'est différent parce que eux, ils partent de très très loin. C'était France Télécom avec toutes ces catastrophes avant 2015. Et quand Stéphane Richard est arrivé avec sa force de vision, il a dit maintenant ça va changer et donc on va vraiment essayer de mettre l'humain au centre et de le prouver. Et en fait, il y a énormément de démarches
qui ont vu le jour aujourd'hui et qui sont même incarnés par leur dernier siège social, qui déjà ils avaient commencé en ayant des ambiances de travail différentes en fonction donc des usages qui étaient faits pour l'entreprise. Donc là, la Villa de Bonne Nouvelle, espèce d'endroit très start-up comme référent, et où justement on favorise le collaboratif, le mode projet. Et puis ils ont des ambiances de travail aussi qui sont orientées clients, avec des nouveaux modes de fonctionnement dans des centres de contact client pour de demain. Et enfin, Bridge, qui est leur nouveau siège social, je crois qu'il n'est pas encore ouvert, où il y a quand même 56 000 m² pour 3000 collaborateurs. Et là, en fait, ça a été vraiment travaillé avec les collaborateurs très en amont, puisqu'il y a eu beaucoup d'étapes de co-conception. Et c'est un projet de transformation, je dirais, abouti. Parce qu'en réalité, voilà, le credo, c'est d'abord ils ont une vraie raison d'être qui préside à tout ça, mais c'est Bridge est le reflet de notre ambition, être une entreprise innovante au service de l'humain. Bon, là, je ne vais pas détailler tout l'équipement, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Corporate, opérationnel, métier, tout ça a le droit d'exister dans ce même site. Alors, Blablacar, alors là, bon, vous êtes dans le dernier étage du truc, Blablacar, c'est complètement autre chose, puisque évidemment, c'est une entreprise 100% digitale. Et eux, ils sont quand même 550 employés, 327 dans le cloud, âge moyen 29 ans. Et la différence avec tous les autres, c'est qu'ils ont fait leur bureau après avoir commencé leur activité. Et donc, ils ont, encore une fois, c'est l'usage qui a prédéterminé l'aménagement. Donc en fait, voilà, donc tout est organisé pour se réunir évidemment dans des petits pools d'activités, mais aussi tourner vers l'international. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, je crois, ils ont une réunion avec tous les pays et c'est très important, ça fait partie de leur ADN de marque. Autre chose intéressante aussi, quand on a interrogé Blablacar, c'est la personnalisation des bureaux autorisés, qui est encore très rare en France et qui permet de garder, en fait, de permettre aux gens quand même de pouvoir s'approprier leurs espaces tout en ayant une policy, je dirais, d'aménagement qui est quand même celle de la marque, brandée. Ce qu'on a aussi appris dans cette étude, c'était que l'animation, les activités, l'ambiance étaient devenues de plus en plus importants, mais qu'il fallait que ce soit authentique dans une logique de gratification, de célébration, mais qui ne soit pas dicté par quelqu'un d'autre. On n'est pas au Club Med où il y a des géos, il faut que ce soit approprié par des ambassadeurs. Et donc, finalement, tout ça pour dire que ce sont les pratiques qui font bouger les lignes et qu'aujourd'hui, on est au cœur de ce changement de pratique, puisqu'on est obligé de s'adapter et que la transformation passe par la formation, évidemment, d'ambassadeurs. Il y a des gens qui ont envie de s'approprier ces choses-là plus que d'autres, qu'il faut leur faire confiance. La fonction aussi RH est au cœur du problème parce que c'est eux qui peuvent aussi pousser à devenir les piliers de transformation. C'est une vraie transformation pour eux-mêmes. Et puis, des nouveaux rapports à l'espace et à l'appropriation. C'est-à-dire, en fait, il faut cesser de mettre des fonctions et des métiers par silo et par case, mais au contraire, se dire qu'à un moment donné, dans la même journée, on peut avoir envie d'un moment calme, d'un moment de concentration ou d'un moment de partage. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, en conclusion, le succès de la transformation passe par l'évolution du mindset. C'est vraiment une histoire, bien sûr, d'un enjeu de management. Connaissance des utilisateurs. On oublie souvent d'interroger les salariés et les collaborateurs en amont. Et ça, je le vois tous les jours avec mon équipe d'études, c'est-à-dire que c'est toujours après que le projet soit lancé qu'on les interroge. Acculturation, accompagnement, et puis évidemment formation aux nouveaux enjeux et outils. Donc le temps de l'immobilier pour lequel nous, on travaille en études est long, mais celui de la transformation est très court, et la crise vient de le prouver une fois plus qu'on a été vraiment téléporté dans cette accélération. Donc nous, nos solutions, modestement chez Bonnie & Smile, c'est qu'effectivement, on peut être des relais. Un espace, notre espace, il est vraiment adapté en amont à des animations service design. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà conçu, nos salles de réunion, pour s'adapter à différents formats d'ateliers ou de conférences, puisqu'on fait à la fois des ateliers de design thinking, des ateliers de prise de parole en public ou de théâtre. Et en fait, on change, on bouge les meubles. Mais là, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'en réalité, on avait 2 salles de réunion qui servaient à rien. Et on s'est dit, plutôt que de les laisser vides, on va créer un nouvel espace pour les télétravailleurs, soit en business unit, qui ont envie d'avoir une équipe décentrée, mais pour ceux qui ne peuvent plus travailler chez eux parce qu'ils ne supportent plus, soit pour des personnes qui aussi veulent télétravailler, mais autrement. Et donc, c'est une nouvelle flexibilité avec des services clés en main. Voilà. Et donc, et puis ici, évidemment, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, ou alors un numéro de claquette sur la table. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on aura quelques questions à la fin et que vous verrez la cohérence entre les 3 présentations une fois qu'elles sont faites. Voilà, merci.
Alors, je vais prendre du coup le relais. Donc, merci Adeline. Tu disais à l'instant que tout le monde cherchait son modèle. Moi, je vais essayer de faire un focus justement sur ce modèle. Est-ce que ce modèle va évoluer? Est-ce que ça va être une évolution, une simple évolution? Voilà, est-ce que ça peut constituer une petite révolution? Donc, c'est ça, quelque part, la question qu'on va essayer de se poser. Alors, par contre, j'ai pas la main sur le. J'essaye, mais j'ai pas la main sur la présentation. Je vais demander à Richard, voilà, juste de. Je dirai au fur et à mesure quand il faut passer les slides. Désolé, mais c'est pas. Voilà, donc je voulais introduire déjà ce propos par une petite analyse des chiffres de développement du télétravail en France, hein. Voilà, c'est bien ce slide, hein. Donc, on est parti d'assez loin, il faut dire les choses. En 2000, on avait 2,6% de la population active qui était en télétravail. Ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc, on est monté assez progressivement sur ces chiffres-là pour arriver autour de 20%. C'était les derniers chiffres de l'INSEE avant la crise, en pourcentage de la population active. Il faut savoir quand même que dans les pays d'Europe du Nord, on est à 1 salarié sur 3 en télétravail aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au même niveau de développement. Alors, la crise qu'on rencontre, évidemment, c'est un changeur de situation qui peut être assez important, hein. On voit aujourd'hui on serait autour de 27% de la population active en télétravail, jusqu'à 41% dans certaines régions, Île-de-France notamment. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué avec la crise, mais on garde quand même une bonne marge de manœuvre, hein. Il y avait une étude du gouvernement qui disait qu'en gros, un poste sur deux aujourd'hui était télétravaillable. Donc, ça veut dire qu'un salarié sur deux pourrait exercer en télétravail au moins sur une partie de son temps. Donc, ça, c'est une vraie question, hein. Est-ce qu'on va rester effectivement sur des pourcentages finalement assez faibles? Est-ce qu'on va revenir après la crise à une situation d'avant-crise, ou est-ce qu'effectivement, on va passer progressivement à autre chose? Adeline disait tout à l'heure que le multisite devenait la norme. C'est aussi ce qu'on rencontre nous dans les organisations sur lesquelles on est intervenu, hein. Le multisite devient de plus en plus la norme. C'est vrai aussi bien d'ailleurs pour le privé que pour le public, hein. Nous, on intervient beaucoup pour le secteur public, pour les 3 fonctions publiques, et c'est vrai que cette question du multisite se pose de manière aussi cruciale aujourd'hui pour le public que pour le privé. Si on peut passer au slide suivant. Tu dois avoir la main maintenant, Non, Pascal. j'ai toujours pas la main, j'essaye, mais j'ai toujours pas, désolé, mais D'accord. j'essaye de le faire, mais j'ai toujours pas. La question, c'est est-ce que ce qu'on vit actuellement, déjà, c'est du télétravail? Ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, on voit beaucoup d'articles dans la presse aujourd'hui sur j'en ai marre du télétravail, j'ai envie d'arrêter, dès que la crise se termine, je vais revenir au bureau. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, on est dans une situation de télétravail? Alors, je vais essayer de vous montrer le contraire, hein, puisque voilà, vous avez la situation normale, la situation de crise. En situation normale, normalement, c'est des personnes éligibles, donc tout le monde n'est pas éligible au télétravail, hein, et jugé suffisamment autonome par les encadrants pour être en capacité de télétravailler. Aujourd'hui, on rencontre des situations dans certaines organisations où tous les membres de l'équipe, au moins ceux qui sont en capacité technique de le faire, sont en télétravail. Le second point, c'est le temps de télétravail. Généralement, on est sur un temps de 1 jour à 2 jours par semaine, hein, même si la loi autorise plus, hein. Dans le secteur public, on peut aller jusqu'à un temps plein. Dans le secteur privé, pardon, on peut aller jusqu'à un temps plein. Dans le secteur public, on peut aller jusqu'à 3 jours par semaine maximum. Aujourd'hui, on est sur du temps de télétravail à temps complet, ce qui évidemment change beaucoup la donne, hein. Enfin, nous, quand on intervient en formation pour des organismes, on conseille de ne pas aller au-delà de 3 jours par semaine. Pourquoi 3 jours par semaine? Parce qu'à partir de 3 jours par semaine, on commence à rencontrer un certain nombre de problèmes qu'on ne rencontre absolument pas à 1 jour ou à 2 jours de télétravail par semaine. Ça, c'est un point quand même majeur, hein. C'est-à-dire que le télétravail, c'est bien, mais c'est bien sous un format pendulaire. Pendulaire, ça veut dire une partie minoritaire du temps est exercée en télétravail, une partie qui doit rester majoritaire est exercée au bureau. Voilà. Et ça, je pense que c'est le modèle vers lequel il faut tendre, hein. Nous, on est consultants télétravail, c'est pas pour ça qu'on prône le télétravail à temps plein, absolument pas. On se rend compte que le télétravail à temps plein, ça génère pas mal d'inconvénients et de problématiques à la fois individuelles et collectives pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut aller vers le télétravail, mais dans des circonstances et dans un modèle mesuré. Voilà, le comment, le lieu et le comment sont aussi évidemment interrogés, hein. Habituellement, on peut télétravailler depuis le domicile ou un tiers-lieu. Bon, actuellement, en période de crise, c'est uniquement le domicile, puisque le tiers-lieu est un lieu public. C'est évidemment assez compliqué de télétravailler depuis un lieu public dans la situation actuelle. Généralement, on est déconnecté des sollicitations familiales, en tout cas, c'est ce qu'on demande aux télétravailleurs, alors qu'actuellement, nous, les dernières formations qu'on a fait à distance avec des télétravailleurs, on avait souvent les enfants qui étaient derrière,
les parents devaient gérer à la fois la formation et la gestion des devoirs des enfants. Voilà. Il est clair que c'est pas une situation, c'est une situation évidemment qui est qu'on ne peut pas éviter dans la période de crise, mais qui n'est pas souhaitable en dehors de cette période de crise. Il y a une question d'anticipation aussi qui est importante. Hein. Normalement, le télétravail, ça s'anticipe. Donc, ça veut dire qu'il faut le prévoir, il faut anticiper les journées de télétravail. Là, actuellement, ça n'a souvent pas été du tout ou très peu anticipé. Voilà, les questions d'environnement technique sont importantes aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un environnement technique qui peut être parfois très dégradé. Nous, on le voit beaucoup dans les organisations dans lesquelles on intervient, hein, où il n'y a pas eu forcément d'anticipation là aussi, mais sur les outils. Et donc, du coup, on se retrouve avec un téléphone et un mail pour communiquer dans certaines organisations, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un panel d'outils, messagerie instantanée notamment, des outils de travail collaboratif à distance, et des outils évidemment de visioconférence, qui sont adoptés un peu à catastrophe, mais qui constituent normalement la base d'un environnement de télétravail. Voilà, et dernier point, c'est le contexte. Le contexte, c'est en période normale, c'est un outil de QVT, hein, qualité de vie au travail. Donc, et je peux vous garantir que quand on fait des retours d'évaluation, on le voit très fortement. Hein, vous avez normalement 99% de retours positifs en disant qu'il y a une diminution du stress, de la fatigue. En situation de crise, on est dans un contexte évidemment très anxiogène. Donc, et anxiogène encore aujourd'hui. Hein, enfin, nous, on le voit beaucoup parce que quand aujourd'hui certaines organisations ne se prononcent pas encore sur la méthode de retour au bureau ou de poursuite en télétravail sur les semaines et les mois qui viennent, ça veut dire que des salariés aujourd'hui encore s'interrogent sur qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, est-ce que je vais rester en télétravail, est-ce que je vais devoir revenir au bureau, sur quelle quantité de temps, est-ce que ça va être sur un jour par semaine, 2 jours par semaine, voilà, c'est des vraies questions aussi qui se posent. Voilà, alors le schéma que vous avez là, vous présente un peu la situation temporelle, on va dire, hein, c'est-à-dire que bon, on est sorti de la période de crise, donc du confinement, on est rentré dans une période, on va dire, de reprise progressive du travail au bureau, avec un horizon qui est le 10 juillet finalement, hein, la fin de l'état d'urgence sanitaire, et un autre horizon, à mon avis, qui sera la rentrée de septembre. Hein. Donc, je pense que ça va être deux dates un peu butoirs sur le développement de nouveaux projets, sur les réflexions autour des questions de télétravail. Ce qui est sûr, c'est que le cadre juridique aujourd'hui permet un cadre d'exercice spécifique pour le télétravail en période de crise. On peut aller jusqu'à un temps plein. Étant donné que la période de crise est censée se terminer, si tout se passe bien, le 10 juillet, ça veut dire que toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à partir du 10 juillet, vont devoir réfléchir à ce qu'elles vont faire après. Mais vraiment y réfléchir, je veux dire, définir des méthodes d'organisation du travail, réfléchir aux quantités de temps en télétravail, aux quantités de temps au bureau, réfléchir aussi à la sécurisation du cadre, hein, ce qui n'a sans doute pas été fait aujourd'hui. Sécurisation du cadre, ça veut dire dans quel cadre juridique on évolue, est-ce qu'on est dans le public, est-ce qu'on est dans le privé, les cadres sont différents en fonction du secteur, dans quel type d'entreprise on évolue, sur quel type de métier et de profil de poste, et en fonction de ça, quelles conditions on peut poser au télétravail. Si on peut passer le slide suivant. Donc, il y a des éléments supplémentaires à la prise de décision. Hein. Premier élément, c'est déjà les critères, la jauge qui a été fixée par le gouvernement en matière de bureau. Donc 4 mètres minimum, alors bien que ça c'est en train d'évoluer apparemment, mais bon, la règle de base c'était quand même 4 mètres minimum par personne, avec une distanciation minimum de mètre. Donc ça évidemment ça pose des questions, hein, puisque quand vous avez un bureau de 8 mètres dans lequel, ou de 10 mètres dans lequel vous avez déjà plusieurs personnes, ça veut dire que le télétravail va forcément devoir se continuer, puisqu'on n'aura pas la surface requise pour permettre à tout le monde de travailler en même temps. Si on peut passer, voilà. Le second point à prendre en compte, c'est l'appétence aussi que tout ça a déclenché chez les salariés. Hein. Enfin, ça, il faut en avoir quand même bien conscience. Alors, les chiffres varient un peu. Hein. Là, vous avez 87% des salariés dans cette étude qui disaient vouloir continuer en télétravail après la fin du confinement. J'ai vu d'autres études sur autour de 60-70%, mais on a quand même une forte majorité d'agents du public ou de salariés du privé qui souhaitent poursuivre en télétravail. Et il va y avoir certainement aussi, il faut en avoir conscience, une forte pression sur les employeurs pour poursuivre dans ce mode d'organisation du travail. Si on peut passer à la suite. Voilà, donc la méthode sur la suite, pour moi, c'est plusieurs alternatives. Hein, donc une alternative de reprise progressive en alternance entre télétravail et bureau, au moins jusqu'à la rentrée. Ça, je pense qu'on y est et qu'on y restera certainement, quelle que soit la situation. À côté de ça, vous aurez quand même des situations de télétravail à temps complet sur avis médical. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la loi permet en fait à des agents du secteur public ou à des salariés du privé
d'exercer un télétravail à temps complet dès qu'ils sont en situation de risque potentiel par rapport à la maladie. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait malade en situation de longue maladie, par exemple, pourrait tout à fait continuer à bénéficier du télétravail au moins jusqu'à la rentrée, voire au-delà. Après, la question se pose sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le long terme? Est-ce qu'on va revenir à 100% au bureau? Est-ce qu'on va fonctionner sur un rythme pendulaire différent de celui qu'on avait auparavant? Et quelles seront aussi les autorisations, les quantités de temps en fait, de télétravail qui vont être autorisées, hein? Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comment on va poser les conditions, comment on va le contractualiser pour éviter aussi des dérives, hein? Donc, ça, c'est aussi une question qui est importante. Si on peut passer au slide suivant. Voilà, alors la méthode, quelle méthode aujourd'hui? La méthode aujourd'hui, je crois que c'est déjà se poser les bonnes questions. Hein. Se poser les bonnes questions, c'est se demander si le système qu'on avait jusqu'avant la crise, ce n'était pas un système anormal, finalement. Enfin, beaucoup se posent ces questions-là, hein, mais nous, quand on intervient dans des organisations sur la région parisienne, par exemple, qu'on voit que certains salariés font 1h30 de trajet le matin, 1h30 le soir, au-delà des questions de qualité de vie au travail, ça pose quand même aussi des questions de performance et d'efficience de la part du salarié. Je veux dire, un salarié qui fait 3 heures de trajet par jour, on ne peut pas lui demander d'être aussi efficace que quelqu'un qui habite à 5 minutes du boulot. Donc ça, c'est une vraie question, à mon avis, que vont devoir aussi se poser les employeurs. Hein. C'est-à-dire, est-ce que dans un scénario un peu pragmatique, finalement, on n'a pas tout intérêt aussi à envisager des quantités de temps réduites, certes, de télétravail, mais malgré tout, d'entamer vraiment cette révolution, comme certaines organisations ont déjà pu le faire, hein, mais voilà, de manière un peu plus large. Donc après, la question qui se pose, c'est quelle méthode, hein. Donc bon, généralement, je vous ai mis un petit schéma qui résume un peu tout ça, hein. C'est la mise en place d'un comité de pilotage hein, qui réunit tous les acteurs de l'entreprise, aussi bien les organisations syndicales, la DRH, la DSI, enfin, médecine du travail. Définir un scénario court et long terme. Donc, court terme, pour moi, c'est au-delà de la rentrée. Hein, ça veut dire un scénario minimum à 6 mois ou 8 mois, ça veut dire au moins jusqu'à la fin de l'année, qui est susceptible quand même d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. Ça, il faut en avoir bien conscience. Hein. Enfin, on voit déjà qu'en Chine, il y a eu un reconfinement de 108 millions de personnes. Hein, je lisais ça aujourd'hui. Donc, on le souhaite, personne ne le souhaite, mais c'est quand même une option envisageable. Hein. Donc, il faut que les employeurs s'interrogent aussi sur comment je vais assumer la suite, quels que soient les scénarios. Donc, il peut y avoir il peut y avoir plusieurs scénarios. Donc, les scénarios, ça veut dire définir des critères d'éligibilité, ça veut dire définir des modalités d'exercice, hein, ça c'est primordial. Réaliser un audit technique, parce qu'on l'a dit, les outils sont quand même centrales dans le déploiement du télétravail. Définir un budget parce que le télétravail, c'est un coût, mais ça a aussi un retour sur investissement, hein, on en reparlera. Et le planning parce qu'il faut effectivement définir des dates pour déployer un projet. Et tout ça, ça doit déboucher donc sur une contractualisation. Alors ça, c'est ce qu'on conseille et c'est plus forcément obligatoire. Hein. Donc depuis les ordonnances de 2017 dans le secteur privé, depuis le décret du 5 mai 2020, donc vous voyez que c'est tout récent pour le secteur public, il n'y a plus de contractualisation forcément obligatoire sur le télétravail. Par contre, c'est fortement conseillé pour éviter les dérives. Voilà. L'intérêt d'une charte ou d'un accord de télétravail au niveau collectif et l'intérêt d'une convention individuelle au niveau individuel, c'est justement de poser des garde-fous, d'éviter des dérives. Et il y a plein de choses qui doivent être évoquées dans cette contractualisation. Les questions de lieu, les questions de temps. Est-ce qu'on télétravaille en horaire décalé? Est-ce qu'on télétravaille sur les mêmes horaires qu'au bureau? Les questions d'outils. Est-ce qu'on fait évoluer l'environnement technique de travail? Des questions d'organisation, des questions aussi de dématérialisation des tâches. Hein. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser au moment de la contractualisation. Voilà, donc je vous ai mis 10 points à connaître hein, pour contractualiser. Donc, voilà, le télétravail peut être mis en place en démarrage ou en cours de contrat. Donc, ça, c'est une évidence, mais il faut quand même bien le préciser. Il est basé sur le triple volontariat. Donc, il faut un volontariat de la direction, de l'encadrant et du salarié. En théorie, si on n'a pas ce triple volontariat, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut une information, un avis obligatoire du comité social économique pour le privé, des CHSCT ou des CT en fait pour le public. La contractualisation est plus souple, on l'a dit depuis les dernières évolutions du cadre juridique, mais il doit y avoir toujours une période d'adaptation avec un matériel de travail qui doit être fourni par l'employeur. Alors certes, on peut aller aujourd'hui vers un télétravailleur qui travaillerait sur son propre matériel informatique, mais ça pose évidemment des considérations de sécurité et des considérations d'ouverture du système d'information à l'extérieur qui sont quand même des questions délicates.
Voilà, bon, je vais passer rapidement les conditions d'assurance et les règles d'hygiène et de sécurité, le système de comptabilisation des temps de télétravail, mais tout ça pour dire quand même qu'il y a beaucoup de questions à se poser en amont. Le télétravail, on pense toujours que c'est un sujet un peu anodin, que finalement, il n'y a pas forcément une grosse contractualisation à poser pour demander à un salarié de travailler un jour par semaine depuis son domicile. En fait, nous, en intervenant beaucoup en formation pour des télétravailleurs et pour des encadrants, mais aussi pour des DRH, on se rend compte que ça interroge beaucoup de problématiques transversales. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le télétravail, c'est que ce n'est pas uniquement un outil de qualité de vie au travail, c'est un outil qui va poser des questions sur l'immobilier, sur les coûts, qui va poser des questions sur l'organisation du travail, sur les outils, on l'a vu. Donc voilà, c'est un facteur de modernisation finalement de l'organisation. Et l'idée dans le construire à l'après, ce que vous avez là à l'écran, c'est de tester aussi de nouvelles modalités. Je pense que s'il y a un seul intérêt à poser sur la crise d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est poser cette question du lieu. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sur du multisite? Est-ce qu'on est sur du monosite? Dans quel lieu on va télétravailler? Est-ce que ça va être le bureau uniquement? Est-ce que ça va être le bureau plus un tiers-lieu? Le bureau plus un tiers-lieu plus le domicile? Est-ce qu'on va autoriser du travail nomade? Ça pose toutes ces questions-là. Ça pose des questions de temps. Le temps, ça veut dire, est-ce qu'on le disait, on télétravaille en horaire décalé, mais ça pose de manière générale la question des horaires. Et on le voit bien dans la situation de crise actuelle. Je veux dire, tout le monde ne doit pas prendre les transports aux mêmes horaires. Donc forcément, il faut envisager un système où on peut travailler en horaire décalé. Et le télétravail permet beaucoup plus facilement ça que ne pourrait le faire le travail au bureau. Les outils, on en a parlé, je ne vais pas y revenir. Alors si on peut revenir juste 2 minutes. 2 minutes, si on peut voilà. accélérer, parce qu'on n'aura pas de temps pour les questions. Ouais. J'ai terminé. Juste sur les questions d'évaluation et d'évolution, je pense que le télétravail, c'est un projet aussi qui s'évalue. Et comme je le mets avec cette petite maxime qui n'est pas de moi, qui est de Francis Blanche, mais face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Je pense que voilà, c'est le moment peut-être de penser un peu plus en profondeur le changement qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant. Merci Pascal. Ce qui renvoie au dernier volet de cette présentation où il est finalement question de gérer des transformations, ce qu'on appelle les changements. On l'a dit, les entreprises, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, se trouvent confrontées à un besoin de s'adapter. Et on a choisi ici de mettre en avant 3 piliers conséquents, selon nous, pour faire en sorte que ces transformations qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure se transforment par un succès pour l'entreprise ou la collectivité ou le service d'État qui le met en œuvre. Ces 3 piliers seront d'abord le travail sur l'individu et l'équipe. C'est le premier point qu'on va développer. Il y aura ensuite une part belle réservée à la technologie et sa nécessité d'adoption par chaque individu. Et puis enfin, on verra que la communication joue une part importante également dans l'animation de ce changement. On voulait rappeler d'abord une conviction qui est la nôtre, qui consiste à dire que toutes ces entreprises et organisations qui ont besoin de se transformer se heurtent la plupart du temps à des freins qui sont essentiellement internes, c'est-à-dire que les équipes, les individus qui composent ces structures sont un petit peu apeurés ou se posent des questions par rapport à ces changements qui s'annoncent, et c'est légitime puisqu'on transforme leur quotidien. Et donc, notre approche est de dire que c'est en replaçant chacun au cœur de ce dispositif, en réfléchissant sur l'individu, sur la manière dont il va appréhender ce qui est en train de se passer, on va pouvoir le faire contribuer à cette transformation et du coup faire en sorte qu'il réaligne son ambition avec celle de l'entreprise et qu'il finisse par s'adapter. Ça passe par des cycles d'accompagnement qui vont passer par une présentation des changements attendus, l'écoute de ce que les gens ont à dire pour pouvoir adapter l'orientation qui a été proposée et faire en sorte qu'on arrive à une ambition qui soit partagée et qui sera accompagnée puisqu'on pourra former les gens et leur donner accès à toute l'information souhaitée pour pouvoir leur permettre de faire face à ce changement et si besoin de les accompagner dans la durée. Alors, une des premières clés pour réussir ces projets de transformation, c'est l'humain. Et l'humain, on a choisi de l'accompagner en préparant ce qu'on appelle de l'agilité comportementale. On a pour cela décidé notamment de s'appuyer sur des dispositifs mis en place par une structure qui s'appelle Agiloa, qui a labellisé quelque part une démarche pour pouvoir permettre aux gens de bien prendre conscience de ce qu'est leur force en termes de savoir-faire, c'est-à-dire quelles sont les maîtrises techniques qui sont les nôtres, leur personnalité aussi, c'est-à-dire quelle est ma façon de fonctionner, quels sont mes raisonnements, ce à quoi je suis sensible, et puis la notion de contexte également qui entre en ligne de compte, puisque autour de nous, il y a plein d'éléments qui peuvent
modifier mon regard sur les choses, la manière dont je vais appréhender un sujet. Et c'est cet environnement qui va permettre de travailler sur 3 concepts premiers qui sont l'anticipation, la coopération et l'innovation. Et donc, c'est en travaillant ces 3 piliers qu'on va être capable de permettre à des équipes de prendre conscience de leur manière de fonctionner dans un cadre de changement ou d'innovation, de travailler sur ce que seront leurs points forts, ce que seront leurs points faibles et donc du coup de les modifier pour faire ensemble qu'ensemble, ils arrivent à fonctionner. Parce que c'est bien là l'enjeu, c'est que pour changer, on ne peut pas changer seul, on change dans un environnement qui est mouvant, qui est complexe, qui est varié, et donc on va demander à chacun de faire preuve d'agilité comportementale pour réussir ensemble ce que sera ce changement. Une fois qu'on a permis aux individus de s'adapter à cet environnement, on va aussi travailler sur quelque chose qui est omniprésent, c'est tout ce qui est technologique. Et là, on a choisi plutôt de vous partager un retour d'expérience d'un client qu'on a accompagné, qui nous avait sollicité en fin d'année dernière pour favoriser la mise en place d'un télétravail au sein de ses équipes et qui le faisait par le biais d'une plateforme technique qui est Microsoft Office 365. Et donc, il nous avait sollicité pour mettre en place plusieurs briques technologiques, en l'occurrence Teams dans un premier temps avec OneNote, et puis qui voulait déployer derrière toute une série de packages techniques à mettre à disposition. Il ne savait pas trop comment il allait démarrer, donc on l'accompagnait par ce biais-là. On est rentré dans un schéma de mise en œuvre assez classique où on a lancé des ateliers préparatoires, où on a découvert quel était l'environnement de ce client, ce que souhaitait faire chacune des entités que l'on accompagnait. Et on a travaillé sur ce qu'on appelait des rendez-vous collaboratifs pour permettre aux gens de mieux travailler ensemble. Et on a démarré ces travaux pendant 2 mois, à peu près 2 mois et un peu plus. Et début mars, tout le monde est au courant de ce qui est arrivé. La crise sanitaire voit le jour. Et ça a été incroyable puisque cette crise a en fait accéléré la transformation et nous a obligés à réallouer et réorganiser un petit peu la mission. Puisqu'il y avait un état d'urgence qui était d'accompagner la montée en compétences des équipes à très court terme. Et donc, la prestation s'est transformée et a donné lieu en fait, à la mise en place d'ateliers 100% à distance. C'est-à-dire qu'on a mis en place des ateliers de formation sur les outils dont on prenait l'usage et qui ont permis de dérouler des formations à distance sur l'adoption de Teams dans un premier temps. Ça a très bien marché, ça a pris très très fort et du coup, le client nous a petit à petit amené à ouvrir un accompagnement sur des volets complémentaires qui étaient réservés dans un avenir plus lointain et que quelque part, on a fait monter en puissance de manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Et donc, on a procédé par des phases successives de déploiement des formations auprès d'utilisateurs pilotes et peu à peu, on généralise ces dispositifs sur l'ensemble du groupe qui représente plus de 5000 personnes. En termes de résultats, on a été heureux de découvrir que malgré ce contexte de crise auquel on était confronté, il y avait un taux de participation très élevé. Et ça aussi, c'est un apprentissage très fort pour nous, puisqu'on a vu que les gens, malgré on va dire, ce quotidien musculé, des formats de déploiement de formation qui étaient eux aussi aménagés, ont très bien réagi, aussi bien sur le format des sessions, leur organisation et la nature des prestations qui étaient proposées. Ce qui fait qu'on a même été jusqu'à se poser la question de dire est-ce que finalement on s'arrête là ou on continue, et de manière assez étonnante également, on voit qu'une grosse partie de la population non seulement a exprimé le souhait de poursuivre ces formations, mais encore plus surpris de voir qu'ils souhaitaient privilégier un format à distance. Vous voyez qu'il y a plus de la moitié des gens qui disent « moi ça m'intéresse de continuer la formation sur ce catalogue de produits digitaux mis à ma disposition pour faciliter mon fonctionnement au quotidien ». Mais en plus, je veux y avoir accès à distance. Et on voit que lorsqu'on rajoute ceux qui souhaitent avoir du présentiel, puisqu'on propose ces approches de formation aussi bien à distance qu'en présentiel, vous avez en gros 75% de la population qui émet ce souhait de voir compléter cet accompagnement sur l'utilisation, par exemple, d'outils bureautiques ou sur l'utilisation d'outils du quotidien comme la messagerie, Outlook, ou sur des actions un petit peu plus spécifiques comme peut l'être par exemple l'exploitation quotidienne d'un OneDrive, c'est le répertoire sur lequel vous pouvez non seulement organiser vos fichiers mais également les partager avec le reste de l'équipe pour avoir un accès à distance simplifié. Donc c'était un retour d'expérience qu'on voulait partager avec vous, qui a la qualité d'être très opérationnel dans le contexte du moment et qui montre que ça marche et surtout ça plaît aux gens, ce qui fait écho au premier point que l'on soulignait qui était de placer l'individu au cœur de tout dispositif de changement.
Enfin, dernier point, tout cela ne peut se faire qu'en évoquant avec chacun ce qui est possible et en le présentant. Bon, plutôt que vous dérouler toute une série de possibles, on a choisi d'illustrer un point qui est de dire globalement, retenez que derrière ces sujets de changement, il y a une chose qui est très importante, c'est la communication. Et on a ici mis en avant un support vidéo qu'on a développé pour un client qui est une société sœur et qui fait de l'accueil en formation au sein d'un campus parisien et qui ici a mis en avant la possibilité d'accueillir les stagiaires, les apprenants dans un contexte particulier qui est celui de la crise sanitaire que l'on traverse. Et vous voyez ici le genre de réalisation que l'on peut mettre en œuvre qui peut être contextualisé par rapport à votre environnement et qui permet de à la fois vous prévenir des risques juridiques qu'évoquait tout à l'heure Pascal dans le cadre de ces contextes de travail particuliers, mais aussi de présenter de manière un petit peu sympa et dédramatisante la manière dont on s'organise pour faire face à une situation d'urgence en reprenant petit à petit prise avec, entre guillemets, la vie réelle ou la vie d'avant, dans tous les cas, celle qui nécessite aussi un retour progressif sur site, et ce qui est bien l'actualité du moment. Voilà, donc ce besoin de communiquer qui est prégnant, qui est très important dans une logique de changement ou d'adaptation que l'on vit en ce moment. On a rattrapé un tout petit peu de notre retard pour venir sur 5 minutes de questions-réponses. On vous propose de vous signaler soit en levant la main, soit en demandant la parole et on traitera l'ensemble des demandes que vous voudrez bien nous remonter. Donc la parole à la salle virtuelle, mais qui a néanmoins une capacité à s'exprimer si vous voulez que l'on précise des choses, soit sur le volet de Boni, de Citica ou de Viaduc. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Lever la main » en bas de votre écran, ce qui vous permettra de vous signaler si vous le souhaitez. On peut aussi ouvrir le micro, exactement. Pas de questions, c'était très clair. Je pense que ce que l'on peut ajouter par rapport au teaser que Richard vous a présenté, Viaduc dispose de son propre studio digital. On est fortement sollicité en ce moment pour justement mettre à disposition un certain nombre de teasers liés à la communication. Ces teasers, en termes de communication, en 4-5 jours ouvrés, si on regarde donc, le dispositif associé peut vous être livré. En complémentarité, on parlait tout à l'heure des outils collaboratifs. Donc on a beaucoup parlé de Teams, on ne travaille pas que sur Teams, on travaille aussi sur un certain nombre d'outils. On crée du quick learning, donc à l'identique, en 4-5 jours ouvrés, on peut vous créer du quick learning de 3 à 5 jours. On vous le met à disposition, vous en êtes propriétaire. C'est je dirais, assez différenciant. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'accéder à de la licence par utilisateur, nous on crée des choses qui sont totalement sur mesure. On vous les met à disposition. Vous pouvez les héberger si vous le souhaitez sur votre LMS, ou on peut même les héberger pour vous. Donc voilà, donc c'est assez souple. Un bon accompagnement, donc en tant que tel, c'est de la communication au préalable, un dispositif pertinent qu'on crée, qu'on vous met à disposition, et bien sûr en totale transparence, et on mène même des ateliers d'intelligence collective pour pouvoir vous proposer un dispositif qui vous convienne et qui ait de l'efficience. Et à côté de ça, on a vraiment bien sûr ce volet digital sur lequel on est sollicité de plus en plus, car quand on regarde vis-à-vis de la situation liée au Covid, il est bien évident que de mettre à disposition du contenu à distance et qu'il soit exploitable, ça a une réelle pertinence par rapport à cette situation. Katia, vous vouliez intervenir peut-être? J'ai l'impression que tout le monde a son micro fermé. Il y a une question sur le chat, par contre, Ah. d'une personne qui demande quid des cols bleus, petit métier dans les services, call center et du télétravail. On parle beaucoup en ce moment des inégalités au télétravail. Oui. C'est vrai. Alors, en fait, il n'y a pas de population qui soit véritablement inadaptée par rapport à ça. Il faut savoir que sur le marché de la relation client, on a déjà un historique particulier puisque vous avez déjà des acteurs comme Neodom, par exemple, qui proposent déjà à des télétravailleurs de se connecter depuis chez eux. C'est leur modèle. Ils sont partis sur la montée en compétences d'experts ou de particuliers
pour pouvoir faire cela. Donc, c'est quelque chose qui s'organise. Il faut partir d'un existant, d'une situation. Et là, pour le coup, si les gens aujourd'hui étaient en plateau physique rassemblés et qu'ils veulent demain envisager quelque chose de beaucoup plus éclaté, technologiquement, il n'y a rien qui l'empêche, puisqu'il y a des solutions 100% cloud qui permettent de se connecter quel que soit le lieu de connexion. Mais ça pose en effet des questions à la fois d'organisation, de technologie, et aussi et surtout dans des environnements de télétravail de ce type, de relations clients, de management, puisqu'en fait, il faut piloter ses ressources quand on n'a plus l'œil sur elles. En fait, il faut miser beaucoup sur le reporting et le pilotage qui peut être associé. Mais l'équilibre vraiment passe par un très bon mélange d'accompagnement des équipes et la mise en œuvre de technologies qui permettent ce travail à distance. Mais c'est tout à fait mûr pour le coup aujourd'hui. Il y a même des acteurs de ces marchés qui en ont fait leur point fort. Alors, je voudrais ajouter que nous, quand on a fait une étude récente qui nous a montré précisément que c'était très difficile en termes d'équipement pour des personnes qui étaient justement pas préparées et qui sont dans des zones, en fait, généralement les gens qui font du télé, qui sont des opérateurs sont déjà dans des situations précaires et que donc il y a pas, enfin, au-delà du management, je pense qu'il y a aussi une question de ressources allouées pour acheter les tables ou des choses comme ça. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que c'est très compliqué de s'adapter justement à ces micro-situations parce qu'on a eu le cas précisément d'une société qui n'avait pas du tout, dont les managers n'étaient même pas formés non plus à accompagner psychologiquement ces personnes qui se sentaient complètement démunies et dans l'impératif de devoir continuer à téléphoner dans un studio, enfin voilà, dans des situations très précaires. Donc en fait, tout ça nous dépasse aussi. Je pense qu'il faut le reconnaître, c'est qu'en fait, même si on a les meilleurs outils et le meilleur management, c'est des situations nouvelles auxquelles on doit s'adapter. Et pour répondre spécifiquement peut-être aussi à la question, parce qu'il ce qui est posé comme question derrière, c'est de dire il y a de l'inégalité. L'entreprise peut aussi prendre ses responsabilités. Et pour illustrer ce qu'on vient de vous présenter depuis tout à l'heure, si vous considérez que les gens de ce type d'intervention ne sont pas favorisés en travaillant depuis chez eux, vous pouvez tout à fait activer des espaces à la volée. Donc, ce qu'évoquait Adeline avec la possibilité de positionner dans ces espaces des gens de manière dynamique en fonction du besoin. Ça peut être aussi une façon de répondre et d'apporter un environnement de travail à ces salariés isolés qui soit de meilleure qualité, puisque tous n'ont pas toujours un accès facile à des infrastructures de qualité. On a d'autres questions. Oui, des évolutions des tendances sur le thème de la porosité vie pro-vie perso avec différentes projets de connexion. Là, ça va renvoyer à ce que disait Pascal tout à l'heure. C'est des choses qu'il faut discuter au moment où vous contractualisez sur ces nouveaux dispositifs. Et après, il y a plein de règles et une fois encore, on peut aussi mixer de la technique et du management, puisque vous avez des capacités de déconnexion qui sont possibles sur les environnements de travail, avec par exemple, au-delà d'une certaine heure, la possibilité de désactiver l'envoi de messagerie typiquement ou d'appels téléphoniques si vous gérez, selon comment vous gérez l'acheminement des flux. Je vais faire juste un petit point supplémentaire là-dessus, hein, mais on le disait tout à l'heure, le télétravail, ça définit de poser des règles. Effectivement, ça interroge aussi tous les outils qui existent déjà, hein, le RGPD, la charte informatique et aussi le règlement à la déconnexion. Tout ça, il faut le revoir au prisme du travail à distance et du télétravail. Et je pense que la question de la déconnexion est une vraie question en télétravail, et notamment dans la situation de crise, parce qu'on voit assez régulièrement des salariés qui explosent leur journée de travail, qui prennent plus de pause. Et c'est une vraie difficulté du télétravail qu'il ne faut pas négliger. C'est ça. On a une autre remarque aussi qui nous est faite sur l'expérience d'Orange avec le côté user-centric. Donc en fait, c'est ce qu'on défend et ça va faire écho à ce qu'on vous a, quelque part c'est bien pour cette raison-là, c'est bien que ça soulève, les questions que vous posez soulèvent vraiment tout ce qu'on a souligné. Ce qui est très important quand vous vous lancez sur ces projets, c'est la conception de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut vous embarquer des gens qui, autant dans leur qualité que dans leur mindset, soient calibrés pour traiter ces sujets-là. Et donc, moi, je serais tenté de dire, lorsque vous vous lancez sur ces problématiques de design de bureau et qui embarquent plein de sujets derrière, parce que ce n'est pas que l'aménagement, c'est aussi la manière dont on doit fonctionner, c'est aussi les mutations que l'on introduit, les passerelles avec la technologie qui sont induites, parce que quand vous modifiez des manières de travailler dans des lieux, la technologie est une partie de la réponse. Eh bien, il faut construire une équipe qui va travailler sur ces sujets-là en ayant l'ouverture d'esprit, qui va être tournée vers l'innovation. Et c'est là que l'agilité prend sa part. Alors, nous, on met en avant et on offre une montée en compétence des utilisateurs sur ce volet agile. Et donc, on a mis au point ces dispositifs pour faire en sorte qu'à la fois, vous sélectionniez les bonnes personnes
pour concevoir l'équipe projet. Et derrière, on est capable d'aller activer une expertise, typiquement Adeline sur le volet environnement de travail, pour pouvoir justement calibrer une réponse complète aux objectifs que vous vous donnerez sur l'environnement de travail. Vous voyez, aujourd'hui, Pascal évoquait, il travaille beaucoup avec les services publics. On constitue une équipe qui, par rapport à un contexte donné, va apporter une réponse globale, que ce soit en termes de conception ou de réalisation. On ne peut pas être omniscient, donc on ne sait pas tout. Par contre, on a ce réflexe. Il y a quelqu'un qui disait l'essentiel n'est pas de tout savoir, mais de savoir où trouver. Et quelque part, c'est ce que l'on s'applique dans nos démarches. On priorise l'état d'esprit et on va chercher la compétence là où elle est. Et juste tout à fait ça, et je voulais compléter par rapport au métier, parce que dans le cas d'Orange, mais aussi de toutes les, notamment dans le service public, et là je pense que c'est le CD 95 qui s'adresse, en fait, voilà, ce qui est très important, c'est de faire intervenir des agents qui ont la pratique métier. On a eu, nous, justement, dans nos pratiques dans les territoires, des expériences très étonnantes où, quand on a été en mode de co-design d'espace ou de service, parce que le design, c'est aussi le design de service, il ne faut jamais l'oublier, en fait, ce sont souvent les techniciens de surface, des gens qui n'étaient jamais interrogés, qui ont trouvé des usages, ou des idées, par exemple, pour la mobilité de certains, je ne sais pas, pelleteuses, qui ont complètement redynamisé la réunion collaborative sur comment trouver l'agilité au niveau même de la fabrication. En fait, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que tout est tellement encore siloté entre justement l'industrie. On a vu grâce à la crise que des industries s'étaient complètement adaptées à la transformation de masques en même pas quelques semaines, ce qui prouve que tout est possible. Et donc, en fait, on pourrait, en intégrant davantage de métiers ensemble, mais je crois aussi que ça dépend de l'animation de ces sessions collaboratives et de leur capacité ensuite à être dupliquées pour les former en interne, ce que vous faites justement, que ça passera. Mais il ne faut vraiment pas oublier de bien sélectionner les personnes qui vont participer à différents stades de la production ou du service, quoi, parce que c'est vraiment ça qui est la clé pour aussi trouver de nouvelles idées. Et donc, embarquer, comme vous dites, des expériences métiers différentes. Et travailler entre architectes et designers, nous l'a pratiqué souvent. La pratique des architectes est souvent très individualiste. Et en fait, il faut absolument les intégrer très en amont et les forcer, ceux-là qui sont très réticents au collaboratif, il faut le dire pour la plupart, hein, je ne veux pas généraliser, dès le début sur les usages et non pas parler, encore une fois, construction, espace, avant de comprendre bien les métiers des usages. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais j'ai l'impression que c'était ça. Très bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, nous allons vous mettre à disposition ce webinaire. Donc je pense qu'on va vous communiquer un lien, ce qui permettra que vous puissiez de nouveau le visualiser. On est bien sûr à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Et une fois de plus, on a eu plaisir à vous animer ce webinaire aujourd'hui. Et on vous souhaite un excellent week-end, prochain week-end. Et on espère bien sûr une continuité de déconfinement sur ces prochaines semaines. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci.